Donc, bienvenue pour ce webinaire autour de l'activité physique santé et les politiques publiques territoriales avec la présentation du CAP-La Santé. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Amandine Baron, qui est chargée de communication à la Société française de santé publique, et donc qui va vous présenter ce CAP-La Santé. Puis, on va laisser la parole à Amandine, du coup. Merci beaucoup. Donc, je me présente, je suis Amandine Baron, je suis chargée de communication au sein de la Société française de santé publique et je suis également, sur une petite partie de mon temps, chargée de mission activité physique santé, tout simplement parce que la Société française de santé publique mène depuis quelques années un chantier dédié à l'activité physique santé qui en partie développe l'outil CAP-La Santé que je vais vous présenter, mais qui mène aussi d'autres actions parallèles sur cette thématique. Donc, en quelques mots, la Société française de santé publique, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, nous sommes une association d'utilité publique, une société savante, et on a surtout pour objectif de fédérer et regrouper les acteurs de la santé publique. Donc, nous avons actuellement environ une cinquantaine de membres personnes morales et environ 500 membres personnes physiques. Donc voilà un petit peu, n'hésitez pas à aller sur le site internet si vous voulez en savoir plus. Donc, le CAP-La Santé, un outil qui a été créé, conçu et édité par la Société française de santé publique, mais aussi avec l'aide de l'Université Côte d'Azur et avec l'aide de nombreux experts, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, l'idée de cet outil, c'est d'être un cadre d'analyse des politiques locales d'activité physique santé. Je vais vous en dire un peu plus. Donc, l'activité physique bénéfique pour la santé, que j'appellerai tout au long de la présentation AP Santé pour de la facilité orale, comprend toute forme d'activité physique qui apporte des bénéfices pour la santé. Donc ça, je pense qu'on est tous au fait de ça. Ça inclut en grande partie les mouvements de la vie quotidienne, y compris ceux qui sont effectués dans des activités autres que loisirs, c'est-à-dire des activités de travail, de déplacement, des activités domestiques, etc. Donc, l'activité physique santé est considérée évidemment comme une des solutions pour lutter contre l'augmentation de la prévalence des maladies non transmissibles, mais aussi pour lutter contre l'inactivité physique et la sédentarité. Donc, je tiens à faire un petit rappel pour qu'on puisse tous partir avec les mêmes définitions des mots que je vais employer. Donc, nous, à la SFSP, on considère que l'activité physique santé, elle englobe les principes d'activité physique adaptée, de sport santé, de sport sur ordonnance, tout ce qu'on peut entendre et qui a un lien avec l'activité physique, le sport et la santé. Donc, on considère que l'activité physique santé est une vision plus globale des concepts que je viens de donner et qu'elle concerne, en dehors de l'APA, par exemple, ou du sport santé, nos manières de se déplacer, d'utiliser l'aménagement urbain, de faire du loisir, etc. Donc, le développement de l'activité physique santé est inscrit comme une priorité de santé publique au sein de nombreux plans et documents. Je citerai la stratégie nationale de santé ou plus dernièrement la stratégie nationale sport santé. Et comme je l'ai dit juste avant, ce qui détermine notre pratique d'une activité physique est très large et concerne énormément de contextes différents. Comme donc, je les ai cités, le cadre domestique, les activités professionnelles ou éducatives pour les enfants, nos moyens de transport, nos loisirs, etc. Donc, de ce fait, l'intégration de l'AP Santé au sein des politiques sportives ou de santé n'est pas suffisante et nécessite d'être intégrée dans le cadre d'autres politiques comme l'urbanisme, l'emploi, les transports, la mobilité, le logement et j'en passe. L'élaboration de politiques activité physique santé intégrées à d'autres politiques et d'autres contextes
est actuellement un principe qu'on remarque beaucoup au niveau national. Les CFSP considèrent qu'il devrait être décliné au niveau local. C'est tout l'objet de cet outil. Donc les collectivités territoriales et les intercommunalités sont pour nous des acteurs essentiels pour agir sur les conditions générales socio-économiques, culturelles, environnementales, sur lesquelles l'individu ne peut pas agir seul. C'est aussi à l'échelon local que peuvent être adaptées de manière un peu plus précise, fine, les politiques nationales aux besoins des populations et des territoires. Donc on considère vraiment que l'échelon local a un rôle primordial sur la pratique d'une activité physique bénéfique pour la santé. Quand on a fait plusieurs expérimentations il y a quelques années, on s'est rapidement aperçu que généralement une collectivité ou un territoire se concentre de prime abord sur de la mise en œuvre de terrain, ce qui est complètement logique. Généralement, les actions sont mises en œuvre de manière un petit peu parsemée sur le territoire, sans cadre global qui permet d'accompagner la démarche. Donc, je tiens à préciser que cet outil, il n'est pas forcément très axé sur les actions de terrain, un peu, mais ce qu'on cherche avant tout, c'est pouvoir ouvrir les yeux des collectivités, des territoires. C'est aussi permettre d'accompagner plutôt sur une vision et un aspect stratégique de la politique publique activité physique santé. Alors, je vais entrer dans le vif du Désolée, sujet. il y a une question du coup juste dans le chat pour définir l'échelon local. Est-ce que c'est département, EPCI, commune? Ça commence à région. Donc région, département, collectivité, enfin interco, communauté de communes et commune. On l'a définit très largement, hein. C'est tout ce qui concerne l'infranational. Merci. Pas de souci. Donc le Capla Santé est un outil qui est destiné aux acteurs du territoire et qui peut être utilisé par des élus locaux, des agents des collectivités territoriales et des intercos, des chefs de projet d'associations, je citerai les IREPS, les CROSS, mais aussi des chefs de projet de mutuelles, par exemple, ou d'universités, mais aussi des réseaux de santé, des réseaux sport santé bien-être, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt un outil qui est destiné à de nombreux acteurs sur un territoire. La santé, comme je l'ai dit, c'est un cadre d'analyse. Donc il se décline en plusieurs documents pratiques. Le principal étant l'outil d'analyse en lui-même, qui prend la forme d'un questionnaire de 17 ou 18 questions, avec plusieurs chapitres. On propose avec ce questionnaire un guide d'accompagnement qui permet normalement d'avoir une prise en main complètement autonome sur l'outil pour pouvoir le mettre en place sur son territoire, indépendamment de nous. On propose également une grille d'entretien, puisque, comme vous le verrez tout à l'heure, la méthodologie nécessite de faire passer des entretiens à plusieurs acteurs clés. On propose également des documents récapitulatifs, une synthèse des résultats qu'on a obtenus et qui permet de communiquer plutôt là sur la partie grand public ou partenaire les résultats de l'état des lieux, et une synthèse fictive pour pouvoir s'inspirer un petit peu de ce qui a déjà été fait. Donc, comme je vous le disais, nous collectons des données grâce à l'outil d'analyse sur 6 chapitres différents. Le premier concerne donc les acteurs de l'activité physique santé sur le territoire, qu'ils soient institutionnels ou plutôt associatifs, privés. Le contenu des politiques, les études et mesures qui ont trait au sport santé ou à l'activité physique santé sur le territoire, les documents de cadrage. Donc, on est vraiment là sur la partie politique publique, stratégie, etc. Les financements et les progrès et défis à relever dans les futures années. Donc, l'outil, comme je vous le disais, a été construit par un groupe pluriprofessionnel d'experts. En fait, il est issu d'un outil national
qui s'appelle EPAPAT, qui est mis en place grâce à OMS Europe dans plusieurs pays de l'Europe. Je pense à l'Italie, l'Irlande, la Belgique et ainsi de suite. Donc cet outil-là, il a également été mis en œuvre en France et par la SFSP en partie. Et c'est à ce moment-là donc qu'on s'est aperçu que l'échelon national en France était très complexe, qu'il y avait un véritable millefeuille administratif, de politique publique, et ainsi de suite. Et donc, on a trouvé que ce serait pertinent de pouvoir décliner cet outil à l'échelon infranational pour pousser un peu plus l'analyse sur des territoires plus concentrés. Donc, on a monté un groupe de travail composé d'experts et on a expérimenté en 2018 l'outil sur plusieurs territoires français à différentes échelles pour permettre d'avoir quelque chose qui soit pertinent et pratique à utiliser pour les collectivités. Donc généralement, on utilise cet outil dans plusieurs contextes, soit parce qu'on a besoin d'un état des lieux des politiques locales AP Santé qui sont élaborées sur un territoire, ou qu'on a besoin d'un diagnostic territorial de santé préalable, par exemple à la création d'un contrat local de santé, d'une maison sport santé. On peut également l'utiliser en tant qu'analyse d'une politique locale qui est déjà créée, soit pour la définir, soit pour la renforcer, ou soit pour la réorienter. On l'utilise, et je vais insister sur ce point surtout, en tant qu'outil de partage et d'échange sur le sujet de l'activité physique bénéfique pour la santé, qui permet de discuter, de lancer ou relancer des politiques, et surtout d'agir sur un sujet commun, même si la vision de plusieurs acteurs du territoire est différente. J'insiste vraiment sur ce point. Pourquoi ? Parce qu'on a remarqué que c'était surtout sur ce point-là que l'utilisation de l'outil était intéressante. On a réuni plusieurs acteurs qui étaient souvent sur des thématiques très différentes. Bon, évidemment, il y avait les acteurs du sport, de la santé, mais on a aussi réuni parfois des acteurs des transports, de l'urbanisme, de la voirie. Et c'est vrai que c'est un sujet qui se travaille en intersectorialité et cet outil permet quand même d'ouvrir une base d'échange avec tous ces acteurs. Et pour finir, on peut l'utiliser également en tant qu'observation, donc en tant que photographie à l'instant T de ce qui se passe sur le territoire, des actions qui sont mises en place, des objectifs qui restent à définir, etc., etc. Donc l'observation, c'est plutôt éventuellement pour des acteurs qui sont un petit peu plus externes, comme les IREPS, les CROSS, et ainsi de suite. Alors, le profil type ou prérequis pour utiliser l'outil. Alors, généralement, les pilotes font quand même partie de la collectivité. Ce sont soit des agents techniques qui font partie d'une mairie ou d'une interco, ou alors ce sont des élus qui prennent en main l'outil et qui le mettent en place. Mais comme je vous l'ai dit, c'est tout à fait possible de l'utiliser en tant qu'acteur plus externe, justement pour accompagner les collectivités sur ce sujet-là. Donc, pour aller dans la partie un peu pratico-pratique, alors je ne sais pas si vous voyez très bien sur votre écran les réponses qui sont apportées, mais je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a pu analyser sur les territoires au moment de l'expérimentation. Donc ça, c'est par exemple une réponse du chapitre qui porte sur l'analyse des acteurs sur le territoire. Donc comme je vous le disais, on va aller chercher un peu qui sont les acteurs institutionnels, mais aussi non institutionnels, privés, associatifs, qui ont un rôle ou qui sont engagés sur la thématique AP Santé sur le territoire. Donc pour les pouvoirs publics, on va plutôt identifier qui joue un rôle de financeur ou de décideur sur la partie politique, que ce soit au niveau régional, départemental et local. L'idée, c'est d'analyser aussi plusieurs échelles. Et pour les acteurs non institutionnels, donc c'est l'exemple que vous voyez sur l'écran,
L'idée, c'est de définir leur rôle en fonction de 6 rôles distincts qu'on a identifiés. C'est soit être opérateur, soit être financeur, ou alors expert, coordinateur, soutien ou décideur. Voilà, donc ça permet un petit peu voilà, d'avoir une photographie de qui sont les personnes qu'on peut solliciter, qui sont engagées sur cette thématique sur le territoire. Donc ça, c'est un exemple qu'on a extrait de l'expérimentation qu'on a faite dans la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville, donc qui est une interco dans le Grand Est. Second exemple, donc cette fois-ci sur les documents de cadrage, c'est le second chapitre qui porte sur l'identification des principaux documents politiques qui sont en vigueur et qui permettent d'améliorer le niveau d'activité physique santé ou de diminuer le niveau de sédentarité sur le territoire. Donc, c'est encore un exemple de la communauté d'agglomération Porte de France-Thionville parce que c'est un territoire qui a permis, qui était très riche sur l'aspect AP santé et qui nous a permis d'avoir de bons résultats pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc, comme les acteurs, on va aller chercher sur 3 échelles différentes, régionales, départementales et locales. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir interroger plusieurs secteurs d'activité qui pourraient intégrer de l'AP dans leurs documents de cadrage. Donc, évidemment, on va aller voir du côté de la santé, les contrats locaux de santé, au niveau du sport aussi. Parfois, il y a des documents politiques qui concernent, par exemple, les infrastructures et les équipements sportifs, mais pas que. Et puis, on va aussi aller chercher du côté du social, des transports. Je pense particulièrement à la mobilisation d'un plan piéton chez certains, ou alors du PLU classique. Et voilà, l'idée d'aller chercher les lignes qui parlent un petit peu de sport santé, d'activité physique santé, et d'en faire une liste un peu exhaustive. Donc, troisième exemple, celui-ci qui porte, c'est un chapitre du questionnaire qui porte sur le contenu des politiques. Donc, et une question là qu'on vous a mise qui concerne les milieux et les secteurs qui sont ciblés par le développement des actions. Donc, cette fois-ci, on n'est plus vraiment dans de la stratégie et du document de cadrage, mais vraiment dans l'action de terrain et qui sont liés à la thématique AP Santé. Donc, ça, c'est un exemple de commune de Bar-le-Duc, toujours dans le Grand Est. Et donc, on peut voir qu'il y a quand même énormément de milieux et de secteurs qui sont ciblés par leurs actions, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Dernier exemple, qui concerne cette fois-ci le dernier chapitre. Donc, je ne vous ai pas mis un exemple par chapitre, mais c'était vraiment pour que vous voyiez un peu dans les grandes lignes ce qu'on peut aller chercher sur les territoires. Donc, ce dernier chapitre porte sur les défis à relever dans les prochaines années et les progrès qui ont été réalisés jusque-là. Donc, ça, c'est l'exemple d'une flèche d'évolution qui comporte les moments marquants qui ont joué un rôle clé ou qui ont été fondateurs des politiques actuelles sur le territoire qu'on étudie. Donc, ici, c'est l'exemple de la commune de Strasbourg, sur laquelle on a pu faire l'expérimentation. Bon, vous verrez que de fait, la flèche n'est pas forcément à jour puisque nous, l'expérimentation, elle a été menée en 2018. Donc, c'était il y a 3 voire 4 ans. Et depuis, évidemment, Strasbourg, qui en plus est une ville très impliquée sur cette thématique, a évolué très rapidement. Donc, il y a eu l'ouverture et le développement d'une maison sport santé et ainsi de suite. Donc, bon, c'est un peu la limite de cet outil, c'est-à-dire qu'il nécessite quand même une mise à jour régulière, je dirais chaque année ou tous les 2 ans, puisque en fait, il sert à faire une photographie à un certain moment de ce qui se passe sur le territoire, mais évidemment, les choses évoluent en tout temps, ce qui est normal. Et donc, il ne peut pas servir de base indéfiniment sur ce territoire si les choses évoluent très vite. Donc, comme on n'a malheureusement pas pu mobiliser de porteurs de projets qui ont déjà mis en place le CAPLA sur leur territoire, je vais changer de casquette puisque au moment de l'expérimentation, en fait, j'ai été coporteuse
de l'outil sur plusieurs territoires pour les aider à la mise en œuvre pratique. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'expérience qu'on a vécue avec la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville. Et déjà, en commençant par vous présenter un peu le territoire. Alors, je vais juste arrêter mon partage d'écran pour vous partager un autre document. Voilà. Donc, communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville. Donc, comme je vous dis, c'est un territoire qui se situe dans le Grand Est et qui a plusieurs spécificités. La première, c'est donc que c'est un territoire qui est très dynamique et très actif sur les thématiques liées à l'activité physique santé. Et donc, la copilote du projet avec qui j'ai travaillé était très en demande de cette expérimentation sur son territoire. Donc, on a travaillé avec la mission du CCAS qui s'appelait Pauline Patou et qui malheureusement n'est plus à ce poste, elle a évolué. Donc, c'est elle qui a fait la demande d'expérimentation sur son territoire. Et nous avons travaillé avec elle, mais aussi avec les élus de Thionville pour avoir quand même un certain mélange d'acteurs, pour ne pas avoir que du technique ou que plutôt la partie politique. On a essayé de travailler avec les deux types d'acteurs qu'on peut rencontrer régulièrement dans une collectivité. Alors, je vais passer un petit voilà. Donc, ça, c'est l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure sur la partie des acteurs non institutionnels. Donc, ce document-là de cette page, c'est la synthèse qu'on a pu faire à partir de l'outil d'analyse et qui a été communiqué sur le territoire. Donc, tous les éléments n'y sont pas, évidemment, mais on retrouve quand même le plus gros de ce qui a pu ressortir de cette analyse. Donc, comme vous le voyez, on a aussi pu aller chercher du côté des acteurs institutionnels. Donc, selon les régions, les départements, les collectivités, il y en a plus ou moins qui sont actifs sur cette thématique-là. Et donc, au niveau local, en dehors de la commune et de la communauté d'agglo, on voit quand même qu'il y a d'autres acteurs qui sont en plus dynamiques sur cette thématique-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous voulez que je ralentisse, si vous voulez lire, je pourrais vous transmettre aussi ces synthèses-là sans problème. Donc, toujours sur la partie des acteurs, on va aller chercher celle qui assure le leadership. On va chercher celle qui joue le rôle moteur au sein du territoire. Donc là, on a réussi à identifier, comme je vous l'ai dit, la commune et la communauté d'agglo, et surtout deux acteurs qui sont Pauline Patou et le maire de Thionville de l'époque. Aussi un petit peu plus loin au niveau des collaborations intersectorielles. Donc, selon les territoires, c'est toujours un sujet qui est un petit peu qui peut être délicat parce que effectivement, on va chercher du côté de l'action et de comment elle est mise en place. Et forcément, donc souvent sur un territoire, c'est soit la santé, soit le sport qui porte la thématique. Et selon la typologie de la collectivité, parfois ça peut être des collaborations qui sont un petit peu tendues ou qui sont limitées. Mais c'est aussi, l'analyse permet aussi de mettre le doigt là-dessus et potentiellement de relancer de nouvelles collaborations intra-services sur ces questions-là. Donc, les réseaux qui peuvent parfois être utilisés sur ces projets thématiques. Donc, là, par exemple, on a réussi à avoir pas mal de réseaux un peu clés, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas. Souvent, les projets se montent en interne sans forcément de portage ou d'aide ou d'accompagnement à maîtrise d'ouvrage sur certains projets par des structures extérieures. Donc,
selon les types de collectivités, qui sont simples à analyser. Donc la deuxième partie sur les documents de cadrage. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, Thionville est une ville qui a vraiment inscrit les objectifs d'activité physique bénéfique pour la santé dans ces documents. Donc on en a trouvé pas mal, le plan de déplacement urbain, des schémas départementaux de l'autonomie aussi impliquent l'activité physique santé. C'est pas forcément toujours le cas. On est vraiment allé jusqu'au plan climat interne de Thionville. Donc vraiment, c'était vraiment un territoire qui était très dynamique sur ce sujet-là. Le chapitre 3, donc on va aller chercher plutôt au niveau du contenu des politiques. Est-ce qu'on a des objectifs chiffrés? Est-ce qu'on a des objectifs qui ne le sont pas forcément, qui sont plutôt de l'ordre du non chiffré, qui cherchent simplement à renforcer la pratique. On va chercher donc les milieux et secteurs ciblés par le développement des actions de l'activité physique santé, les publics qui sont ciblés par ces politiques ou ces actions, mais aussi tout ce qui concerne donc la stratégie de communication. Est-ce qu'il y a des campagnes qui sont mises en place sur le territoire ou pas? Quels sont les objectifs de ces campagnes? Et ensuite, on va aller creuser au niveau des actions concrètes. Alors cette question-là, donc j'ai bien lu la question, Madame Vira. J'y répondrai à la fin, si vous voulez bien. Alors, je poursuis. Donc, on est allé chercher au niveau des actions concrètes. Donc là, ils ont plusieurs plans et plusieurs actions qui sont mises en place sur 2 ou 3 ans sur le territoire. Donc, évidemment que ces actions, quand elles sont très plurielles, finissent par avoir besoin d'un cadre pour pouvoir toutes s'imbriquer et fonctionner correctement ensemble. Chapitre 4 sur la partie des financements, c'est pareil. Comme les collaborations intersectorielles, c'est toujours un sujet qui est peut-être un peu plus délicat à aborder, pour lequel on n'a pas forcément de réponse parce que dans les budgets, il n'y a pas forcément une ligne où c'est écrit activité physique santé ou sport santé ou ordonnance. Donc voilà, c'est aussi pouvoir mettre le doigt là-dessus et analyser le pourquoi ça n'existe pas. Et les progrès réalisés et les défis à relever. Donc là, vous avez vu la flèche de Strasbourg tout à l'heure, ici celle de Thionville. Et l'idée à la fin, c'est quand même de pouvoir faire un bilan en 3 points. C'est un peu ce qu'on demande dans le CAPLA, de pouvoir dire qu'est-ce qui vous reste à atteindre comme objectif, pourquoi est-ce que vous avez réussi à en arriver là, et quels défis il va falloir relever dans les futures années. Donc c'est sûr que là, on a poursuivi, après ces expérimentations, on a poursuivi 1 ou 2 accompagnements de CAPLA. Et ce qui ressort surtout en ce moment, voilà, c'est par exemple le défi de la crise sanitaire qui a complètement arrêté l'activité pendant plus d'1 an, et ainsi de suite. Donc, en fonction du moment où on met en place cet outil, les réponses vont forcément bouger. Hop. Alors, je reviens à mon petit diaporama. Alors, donc la méthode, pour être un peu plus précis. Donc, dans un premier temps, le porteur du projet va devoir mobiliser les acteurs de son territoire. Donc, l'idée de cette première phase, c'est déjà d'informer les acteurs, par exemple les élus santé, les élus sport, les agents techniques des transports, de la voirie, de les informer qu'on lance la démarche. Puis, on va mener une phase qui est beaucoup plus faste, longue, compliquée,
qu'on a nommé recueil d'informations, mais qui va surtout être détaillé en 2 points. Le premier sur de la recherche documentaire. Donc là, l'idée, c'est d'aller fouiller dans les politiques, dans les documents de cadrage, dans les lettres d'intention, dans tout ce qui peut contenir de l'activité physique santé. Et la seconde partie, donc, qui va nécessiter d'aller s'entretenir avec des acteurs qu'on va définir comme des acteurs clés sur le territoire. Donc, généralement, sur les collectivités, on va aller s'entretenir avec la chargée de mission CCAS ou, je ne sais pas, la directrice de la direction santé, enfin, peu importe les appellations, mais on va essayer d'aller s'entretenir un petit peu avec des agents de la collectivité et un petit peu avec des élus. Donc c'est une phase qui est un petit peu plus longue, comme je vous le disais, tout simplement parce que déjà, pour avoir terminé tous les entretiens, il faut que les acteurs soient disponibles, qu'ils soient volontaires, que la retranscription se passe bien, qu'elle ne prenne pas trop de temps. Donc voilà, c'est un petit peu la phase de travail où il faut mettre les mains dedans pour pouvoir avancer. Donc ensuite, on va analyser les données qu'on a collectées grâce à la recherche documentaire et les entretiens. Et on va les insérer dans notre outil d'analyse. Donc, on va les insérer dans le CAPLA Santé. Et normalement, au bout de cette 3e étape, on va déjà aboutir à un document très complet qui peut faire entre 50 et 90 pages. Donc, c'est très, voilà, c'est très lourd comme document. Et de fait, ce document va être retravaillé, retiraillé sur une 4e étape qui, selon moi, est la plus importante, c'est celle de l'analyse collective. Donc, on va cette fois-ci mobiliser tous les acteurs possibles du territoire qui travaillent sur la thématique de l'activité physique santé. On va les mobiliser, on va commencer à leur présenter les données qu'on a recueillies. Et donc, l'idée à ce moment-là, c'est d'ouvrir la discussion, c'est d'ouvrir l'échange et de commencer à discuter de oui, je suis d'accord avec cette information. Moi, je pense que non, c'est pas forcément la bonne date, c'est pas le bon interlocuteur, c'est pas la bonne appellation, et ainsi de suite. Donc voilà, cette phase d'analyse collective, elle va permettre d'ouvrir un petit peu la voie. Pour la dernière étape de rédaction finale, donc cette fois-ci, on va reprendre les commentaires qu'on a récupérés pendant la phase d'analyse collective et on va pouvoir finir de rédiger notre outil et surtout de rédiger la synthèse qu'on va communiquer, pourquoi pas aux citoyens, aux habitants, pourquoi pas plutôt aux partenaires de la collectivité, voire même dans les services, pour que tout le monde soit informé des résultats de la démarche. Et donc, voilà, la méthode du CAPLA s'arrête là. Et après, évidemment, le but, une fois qu'on a la synthèse, une fois qu'on a l'outil d'analyse, c'est de lancer des actions en réponse à ce qu'on a pu trouver comme données dans l'outil. Alors, je vais vous parler du cas précis de la ville de Paris parce qu'en fait, actuellement, la Société française de santé publique est en train d'accompagner la ville de Paris sur la mise en place du CAPLA. Donc, évidemment, je n'ai pas de données à vous présenter, je n'ai pas de résultats parce qu'on a commencé l'accompagnement en janvier. Mais par contre, je peux vous parler un petit peu de la méthode, comment elle a été mise en place et adaptée au territoire. Évidemment, la ville de Paris, voilà, on s'est attaqué à la plus grosse ville de France. C'est très complexe, l'organisation interne est extrêmement compliquée. Évidemment, l'organisation du territoire aussi, c'est une usine au niveau interne. Mais voilà, l'idée, c'est que donc on a été sollicité, nous, par plutôt la direction santé de la ville de Paris. Et en fait, ils sont en train de monter un projet sport santé sur le 19e arrondissement, donc qui a pour objectif d'être un territoire un peu pilote sur cette thématique. Et donc, nous avons été sollicités pour mettre en œuvre le CAPLA Santé sur l'arrondissement, le 19e arrondissement. Puis d'élargir un petit peu et surtout de sensibiliser les acteurs
de chaque arrondissement de la ville de Paris. Alors ça fonctionne pas forcément par arrondissement, il y a des circonscriptions sport qui sont plutôt nord, est et ainsi de suite. Mais voilà, l'idée, c'est dans un premier temps de mettre en place l'outil sur un arrondissement, puis ensuite de mobiliser les autres acteurs des autres arrondissements sur cet outil-là, pour permettre vraiment d'avoir une vision complètement globale de ce que peut mener la ville de Paris sur cette thématique. Donc, on a commencé par s'entretenir avec plutôt des personnes qui sont soit sur sport santé, soit sur sport. Et là, actuellement, on est plutôt en train donc, de finir les entretiens sur la partie santé. Donc, pour l'instant, on a eu des entretiens qu'avec des agents techniques de la collectivité. Et l'idée, c'est de terminer par évidemment les élus au sport et à la santé du 19e arrondissement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce cas précis. Et à la fois, je ne peux pas trop en dire non plus, donc c'est un petit peu délicat. Mais voilà, l'idée globale de la méthode, c'est ça, c'est qu'on arrive à mobiliser les acteurs sur un territoire donné. Et ensuite, surtout qu'on arrive à les réunir pour créer une base de discussion. On a déjà vu que ça a commencé au moment des entretiens, hein, puisque quand on s'entretient avec le sport, ils disent mais qu'est-ce qu'ils ont dit, la santé est-ce que sur ce sujet-là, ils ont plus d'infos que nous et ainsi de suite. Et voilà, donc l'analyse collective servira aussi à regrouper toutes les infos et à permettre aux acteurs qui ne sont pas forcément informés de tout de pouvoir collecter eux-mêmes de l'information pour leurs propres actions et leurs propres projets. Alors, effectivement, les élus ne sont pas forcément les pilotes. Généralement, c'est plutôt des agents de la collectivité qui prennent en main l'outil. Alors, on ne sait pas si c'est une question de temps, d'implication. On n'a pas cette réponse. Mais par contre, effectivement, on a remarqué que c'était généralement plus des agents. Alors, nous, on a accompagné la ville de Paris parce qu'ils ne se sentaient pas capables de mener entièrement l'outil au vu de la spécificité du territoire. C'est quand même une... Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une usine, c'est très complexe. Donc, ils préféraient qu'on les accompagne. Évidemment que l'idée, c'est quand même que soit on utilise l'outil en toute autonomie, c'est possible. Le guide d'accompagnement est là pour ça. On explique étape par étape comment il faut procéder, quel temps ça prend, et ainsi de suite. Et évidemment aussi que on pourrait envisager que des acteurs extérieurs, bon, nous, on pensait particulièrement aux IREPS, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres, pourraient accompagner des collectivités grâce à cet outil sur la thématique de la nutrition, de l'activité physique santé. Donc oui, selon comment se sent le porteur du projet, ça peut nécessiter effectivement un accompagnement ou pas. Alors, je termine juste. Hop. Voilà, donc là, on vous a mis quelques petits témoignages de comment les acteurs ont vécu l'expérimentation. Hein. Voilà. C'est des témoignages qui datent d'il y a 2 ou 3 ans. Une problématique, c'est évidemment qu'on n'a pas d'évaluation de l'outil. On ne sait pas comment les collectivités s'en saisissent. On a beaucoup de mal à savoir combien de territoires ont pu s'en saisir. Tout simplement parce qu'en fait, il est en accès gratuit, libre, disponible sur notre site internet. Et que, bon, en dehors du nombre de téléchargements, on a un peu de mal à savoir en France, sur le territoire national, qui et combien de territoires l'ont utilisé. Donc, c'est pour ça qu'on réaccompagne aussi, nous, certaines collectivités pour pouvoir faire notre propre évaluation de l'outil après utilisation. Hop. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais repasser peut-être la parole à Florane.
Alors oui, donc la question pour tout le monde, serait-il envisageable d'utiliser cet outil pour accompagner les acteurs du mouvement sportif à identifier et s'approprier les politiques publiques des collectivités locales? Oui, bien sûr, que cet outil, il peut être utilisé, comme ça. On a eu le cas, par exemple, à, Bar-le-Duc. Donc on a travaillé avec, un pilotage ville, mais on a énormément, eu d'interactions avec le département et aussi le CDOS, qui était, très dynamique sur cette thématique-là et c'était une demande, hein, de leur part de pouvoir être associés de très près, à ça pour pouvoir justement identifier, et analyser un peu ce qui se passait sur le territoire de Bar-le-Duc. Bon, c'est très rural, donc eux, ils cherchaient vraiment à analyser ce qui se passait sur, une collectivité très précise, mais bien sûr que ça peut être utilisé, par le mouvement sportif. J'avais une question justement sur les maisons sport santé qui se développent à l'heure actuelle pas mal sur le territoire et je me dis ça peut être aussi un outil pour les maisons sport santé, j'imagine, pour pouvoir faire le lien avec les collectivités. Complètement. Ça peut être un outil pour faire le lien. Si c'est la collectivité qui porte la maison sport santé, ça arrive aussi, Mmh. ça peut permettre, voilà, de collecter de la donnée pour informer aussi les personnes qu'elles accueillent. Voilà, quand on travaille le premier chapitre, quels sont les acteurs non institutionnels? Et ben, ne serait-ce que de répondre à cette question-là, on commence à avoir un listing, une base de données un peu précise de qui travaille sur la thématique sur le territoire et ça va permettre, ben, de repérer, les enseignants en APA, de repérer, les clubs de sport qui font, du sport santé et ainsi de suite et ça va permettre aussi, bah, de renseigner ces publics accueillis, au sein de la maison sport santé. Oui, je vous ai permis d'activer vos micros, donc allez-y. Oui, bonjour, c'est Stéphanie Viera, je suis chargée de projet en, en prévention primaire des cancers. Nous sommes basés en Essonne, donc un département francilien. On monte actuellement des programmes de prévention primaire des cancers auprès des jeunes, avec notamment un programme sur l'activité physique. Donc merci pour votre présentation, c'est un bel éclairage, ça donne une méthode. Et comme vous l'avez bien compris, moi je m'interroge sur le profil, sur la légitimité. Nous, on est une ONG, on est une fondation, on n'est pas légitime pour aller mobiliser, frapper à la porte des élus, des villes, des collectivités, etc. On sait que c'est un levier très fort pour réussir à promouvoir l'activité physique auprès des enfants, parce qu'il faut raisonner et mener des actions plus larges auprès des familles, de l'environnement, etc. Mais voilà, je m'interroge sur le profil, ça c'est le premier point. Et le deuxième aussi sur la temporalité. On voit, ou en tout cas je pense que c'est partout ailleurs, la temporalité politique. Là, vous l'avez mis en avant sur un avantage d'un projet où vous dites le nouveau maire, il est super intéressé, en plus il est médecin, etc. Donc il est sensible. Oui, mais ça dure 5 ans. Donc vous dites qu'il faut longtemps, on met un an et demi à faire le CAPLA. Pendant ce laps de temps, tout peut bouger et bousculer sur le territoire. Donc voilà, je m'interroge aussi par rapport à ça. Alors, sur votre seconde interrogation, je peux répondre de manière un peu plus précise. Alors, on met pas forcément 1 an à 1 an et demi à mettre en place le CAPLA sur un territoire. Nous, on a calculé que sur un territoire, on va dire de taille moyenne, on a à peu près, 20 journées, de mobilisation du porteur, pour remplir et arriver à une rédaction finale de l'outil. Donc ces 20 journées, évidemment, elles peuvent être étalées sur 1 an, mais c'est pas vraiment l'idée. Si les acteurs sont très mobilisés sur ce sujet, ça peut aller très vite, en fait. Comme je vous l'ai dit, c'est cette partie un peu d'entretien individuel, qui va prendre le plus de temps et après, évidemment que si on arrive à mobiliser les acteurs rapidement, en 1 mois, ou 1 mois et demi, on peut très bien avoir rempli, l'outil, ou au moins avoir rempli, de manière un peu, superficielle les points qui nous intéressent. Parce que, évidemment que donc c'est un outil qui, là, comme je vous l'ai présenté, est très complet. La mise en place est un petit peu longue. Nous, évidemment, qu'on propose dans le guide d'accompagnement aux collectivités ou aux porteurs du projet,
de s'approprier l'outil. Donc si vous n'avez besoin que d'une seule partie, s'il n'y a qu'un chapitre qui vous intéresse, si vous pensez que c'est trop long de faire passer des entretiens à chacun des acteurs clés du territoire, que le territoire est trop gros, ou, il ne faut pas hésiter aussi à sauter des étapes, à éventuellement tout miser sur cette phase d'analyse collective dont je vous parlais. On peut très bien sauter la partie des entretiens, de la recherche documentaire et dire, bah voilà, on prend l'outil, on prend les questions, on réunit tous les acteurs sur une journée par exemple, et on va leur poser les questions. Et en fait, on va simplement noter les réponses pendant cette journée-là. Et voilà, et en fait, l'outil sera déjà un petit peu rempli. Alors, ça sera peut-être pas aussi détaillé que si on avait respecté la démarche qu'on a imaginée jusqu'au bout, mais ça permettra quand même, comme je vous l'ai dit, d'ouvrir un peu la discussion, de poser les bases de l'échange. Et c'est ça, nous, qui nous intéresse surtout, c'est que les porteurs puissent s'approprier l'outil et qu'ils réussissent un peu à créer une dynamique. Donc, effectivement, sur la mobilisation, généralement, c'est une volonté politique de mener ça sur la collectivité ou sur le territoire. Ou alors c'est la volonté d'un agent, sport ou santé. Mais ça peut très bien être une proposition d'un acteur non institutionnel de dire soit on vous accompagne et on vous aide à mettre en place l'outil, parce que nous aussi ça nous intéresse, cette thématique-là, ou alors de dire tout simplement bah, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Et juste de leur présenter, parce que peut-être que juste en leur présentant l'outil, ça fera tilt, qui se diront bah, pourquoi on ne le mettrait pas en place, et à ce moment-là, vous pouvez vous greffer et participer aussi à la mise en place sur le territoire. Donc, Pour assurer, enfin moi de mon point de vue, je me dis tout de même pour assurer la pérennité de cette mobilisation localement, c'est quand même mieux que ce soit un agent ou un élu qui se saisisse du problème. Faire passer ça par une autre personne externe, est-ce que ça montre pas quelque part, outre des problèmes peut-être financiers ou de mise à disposition, est-ce que ça ne montre pas un intérêt, on va dire, faible, pour pas dire autrement, par rapport à cette problématique-là? oui, et à la fois, bon, dans certaines collectivités, les agents n'ont pas le temps ou alors les élus n'y pensent pas. Parfois ça peut simplement permettre, voilà, de créer la dynamique, parce qu'un acteur est venu proposer un projet. Je pense que non, c'est pas forcément parce que l'intérêt est faible, c'est tout simplement parce que, voilà, on sait, hein, que dans les collectivités, les priorités, sont pas forcément sur ce sujet très fin de la paix santé. On a enfin voilà, on a des problématiques autres, qui sont plus larges, qui sont plus, pratico-pratiques, et bon, parfois, on ne prend pas le temps de s'arrêter et de dire: «Bah, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en place, des choses très cadrées, sur le sujet, des actions?» et cetera. Donc oui, alors après, effectivement, le problème de la longévité de toute cette dynamique, est un petit peu questionné, avec cet outil. Déjà dans un premier temps parce que quand on le met en place, je pense que, comme je vous l'ai dit, au bout d'1 an, 1 an et demi, il va falloir recommencer le processus parce qu'évidemment les choses évoluent sur le territoire et on n'a plus forcément les mêmes résultats. Donc ça, c'est une problématique. Et effectivement, la seconde, c'est que dans la longévité, il faut que ce soit quelqu'un de très dynamique et impliqué qui s'en saisisse, pour pouvoir le porter à long terme. Alors comme vous l'avez bien dit, hein, les équipes municipales changent, mais peut-être que les ONG, les associations, les GIREF, les CROSS, eux, changent moins, ou alors, ont des projets à plus long terme que 5 ou 6 ans. Et peut-être que justement, c'est la solution, c'est, de faire porter, cet outil par un acteur extérieur parce que lui peut s'assurer, de la longévité de l'action, de la dynamique. En relançant toujours cette dynamique, alors pas forcément grâce à l'outil Cap Santé, mais, peut-être avec d'autres, outils ou alors avec d'autres actions, les collectivités. Ben, je continue. Donc par rapport à vos derniers propos, est-ce que quelque part, ça va pas nous amener, enfin, est-ce que ça va pas amener la SFSP à modéliser
on va dire, des actions efficaces. C'est pour réussir à, et c'est issu peut-être de tout ce qui s'est fait jusqu'à présent, donc sur les territoires pilotes et d'autres. Alors, je ne sais pas si vous avez des remontées de tout ce qui se passe sur le terrain, mais est-ce que derrière, ça ne peut pas faire ressortir des actions clés ou des profils clés pour se dire, pour réussir à faire le cap la santé, pour que ça soit pérenne, etc. On vous propose, on vous suggère des points incontournables. Alors, c'est déjà ce qu'on a fait sur l'expérimentation. Si vous parcourez un peu le guide d'accompagnement qu'on propose, qui est quand même relativement complet, vous verrez qu'on fait déjà des suggestions, etc. Après, bon, les expérimentations qu'on a menées, elles ont 3-4 ans. Il faudrait qu'on puisse remener d'autres expérimentations pour pouvoir mettre à jour le guide, mettre à jour l'outil en fonction de ce qui se passe actuellement sur le terrain. Pour l'instant, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on a commencé mais qui va être un peu long. Et ce qu'on a prévu surtout, ou en tout cas ce qu'on envisage un petit peu, c'est de pouvoir proposer une sorte de formation pour former des co-porteurs de projets qui pourraient accompagner les collectivités. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on pensait particulièrement aux IREPS ou aux CROSS, mais il y a d'autres structures hein, qui ont ce rôle-là. On aimerait leur proposer une formation pour permettre justement de prendre en main l'outil, de le connaître bien, vraiment, de manière très détaillée, et ensuite d'aller solliciter les collectivités, leur montrer que l'outil existe, qu'il y a des choses à faire sur la thématique AP Santé, et ainsi de suite. Je ne sais pas si ça a bien répondu à votre question. Oui, excusez-moi, non, mais ça a coupé. Donc, mais comme je suis avec ma collègue, j'ai bien entendu votre réponse. Oui, merci, ça a bien répondu à la question. Oui, excusez-moi. Jonathan Bazard du CDOS 07. J'ai pas le souvenir dans la présentation, en tout cas merci pour la présentation, j'ai pas le souvenir d'avoir entendu l'analyse d'une région, en fait, de l'échelon régional. Est-ce que c'est des expériences que vous avez déjà eues ou pas? Au niveau régional, non. Au moment de l'expérimentation, donc sur les territoires pilotes, quand on a créé l'outil, on a fait une expérimentation sur un département. C'est une expérimentation qui, au niveau départemental, a été un peu complexe parce qu'on a eu du mal à mobiliser les acteurs. Donc je pense que sur les échelons infranationaux autres que les collectivités de type commune ou interco, ça peut fonctionner, mais il faut vraiment s'assurer qu'il y a une dynamique existante sur la thématique. Je pense que si la dynamique n'est vraiment pas du tout établie, c'est très compliqué d'aller mobiliser les acteurs du département ou de la région sur ces thématiques-là. Par contre, sur des territoires un peu plus, comme je vous l'ai dit, hein, quand on a fait l'expérimentation sur la ville de Bar-le-Duc, il y avait cette demande du département et à un moment, on s'est questionné aussi, pourquoi pas, pour intégrer des acteurs régionaux ou départementaux au moment de l'analyse collective. Donc nous, on a sollicité la personne du CDOS qui a participé à l'analyse collective. Il y avait aussi un chargé de mission sport santé sur le département. Mais c'est vrai que c'est parce que c'était une demande de leur part. Généralement, on se contente de mobiliser les acteurs qui sont sur le niveau sur lequel on traite la thématique. Mais bon, c'est un peu plus délicat sur le niveau départemental et le niveau régional surtout. Je pense que c'est encore plus compliqué de mobiliser les acteurs là-dessus. Il y a peut-être un petit peu moins de levier d'action qu'en local. Il y a peut-être plus de levier d'action par les collectivités, je ne sais pas. Oui, oui, parce que bon, ça dépend de la taille des collectivités, mais quand même, généralement, soit elles se questionnent sur la thématique AP Santé, et dans ce cas-là, l'outil tombe à point, tombe à pic. Soit elles ont déjà engagé un travail, et dans ce cas-là, elles savent qui mobiliser, quels acteurs, quand, s'ils sont disponibles ou pas. C'est très rapide, ça va généralement assez vite. Donc c'est plus simple que sur un département. Tous les services ne se connaissent pas.
ils connaissent pas tous les mêmes acteurs. C'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est faisable, mais plus compliqué, je pense. Pas l'air d'avoir d'autres questions. Moi, ce que je retiens, et nous, c'est un peu le lien qu'on fait aussi sur la nutrition, donc on englobe l'alimentation et l'activité physique, c'est que ça permet de travailler de manière transversale et de faire du lien entre les services. Et c'est un sujet qu'on retrouve aussi quand on accompagne les collectivités, c'est plutôt sur le volet alimentation. J'en profite parce qu'on n'avait pas forcément réalisé qu'il y avait des acteurs qui étaient hors région. Mais juste pour dire 2 mots sur la SRAE Nutrition, donc avec Aurélie, on est 2 chargés de mission à la SRAE Nutrition, qui est la structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition. Et pourquoi en fait on organise ces webinaires, c'est qu'on est missionné pour accompagner les collectivités locales notamment, pour travailler autour de tout ce qui est nutrition, promotion de la santé, autour de l'alimentation et de l'activité physique. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on avait fait ce webinaire sur l'activité physique et la santé. Et merci Amandine pour votre intervention qui a été assez riche et on voit que ça a suscité pas mal de questions pendant le webinaire. Donc, c'est un sujet qui intéresse pas mal d'acteurs finalement. Oui, et n'hésitez pas, si vous voulez en parler de manière un peu plus détaillée ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous allez sur le site de la SFSP, voilà, il y a nos contacts, vous pourrez trouver l'outil aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. On est là pour répondre aux questions.